Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, une explication de texte devrait toujours, en principe, s'arrêter sur le titre du texte, si le texte en a. Et ici, notre texte a un titre, hein. Il s'agit de « Prends cette rose ». 3 points de suspension. Alors, c'est cette expression-là qui se trouve être le titre du poème, c'est cette même expression qui commence le poème. Donc le premier vers, c'est « Prends cette rose ». Donc ça veut dire que le titre même du poème que nous devons analyser est un emprunt au premier vers. Donc on a emprunté au premier vers une partie pour en faire un titre. Alors donc on peut commenter ou bien expliquer de façon combinée ces deux éléments, c'est-à-dire le titre du poème et le début, n'est-ce pas, de ce poème. Alors, quand le poète dit « Prends cette rose », je voudrais bien mettre ce premier vers au tableau. « Prends cette rose aimable ». Prends cette rose aimable comme toi. Voilà comment Pierre de Ronsard commence son poème. Alors, pour expliquer, n'est-ce pas, ce premier vers, parce qu'effectivement, en matière de poésie, en matière de littérature, le texte ou bien les parties de l'énoncé sont toujours chargées de signification. Et ces significations-là, il faut les interroger. Et pour les interroger, il faut passer par les éléments qui composent les phrases ou bien les vers. Et donc, si on prend en tout cas le cas de ce premier vers de notre poème, Pierre de Ronsard, n'est-ce pas, il dit « Prends cette rose », nous avons ici précisément un verbe qui est conjugué au mode impératif. Prends, c'est un ordre. C'est comme un ordre. Évidemment, nous comprenons que le poète s'adresse à la femme aimée et peut se permettre un peu cette façon de parler. C'est un ordre, mais en vérité qui n'en est pas un. C'est un ordre, mais un ordre respectueux. Il y a une part, n'est-ce pas, de déférence, une part véritablement de respect qui se trouve inscrite au cœur de cette formule impérative. Hein. Mais il s'agit bien d'un ordre. Hein. Il dit à la femme, prends cette rose. Prends cette rose. Et donc, il a bien ajouté cette rose. On devrait même mettre en valeur la notion de rose. Alors évidemment, dans la leçon précédente, vous nous avez entendu parler de la place de la rose au cœur de la poésie, n'est-ce pas, de la Pléiade. Donc, le mot rose, vous savez ce que ça représente maintenant dans cette poésie de la Pléiade. Vous savez ce que c'est. C'est vraiment le symbole de l'amour et de la femme aimée. Donc, naturellement, quand Ronsard commence son poème en disant « Prends cette rose, aimable comme toi », évidemment, il y a rose et il y a toi. Donc, ces deux éléments sont à mettre en relation. Il faut les mettre en relation pour savoir à qui s'adresse le poème. Et ça coule de source, hein, ça devient naturel. Vous allez facilement imaginer à qui s'adresse le poème. Parce que la rose, si vous voulez, est le symbole par excellence de l'amour et de la femme aimée. On l'a dit. Donc, quand le poète dit « Prends cette rose aimable comme toi », alors, évidemment, le mot rose, c'est clair, nous savons ce que c'est. Toi, ça représente la femme aimée, mais entre les deux, il y a un élément de comparaison. Donc le poète, déjà, dès l'entame de son propos, procède à une espèce d'assimilation entre la rose, n'est-ce pas, et la femme aimée. Et donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que ce premier vers déjà est très chargé en termes de signification et en termes d'allusion. Parce que c'est un vers qui nous renvoie à beaucoup de choses
par rapport à ce qu'on a appris sur la poésie de la Pléiade. Nous avons clairement dit dans la leçon précédente que ces deux éléments sont souvent assimilés, rose et, n'est-ce pas, femme aimée. Et effectivement, dès le début, n'est-ce pas, de son propos, le poète nous rappelle cela. C'est comme une piqûre de rappel, pour montrer que effectivement ça égale ça. Voilà, il les présente de façon plus ou moins équivalente, Voilà, donc il y a une notion ou bien une idée d'équivalence entre les deux éléments, et donc cette idée d'équivalence est portée naturellement par l'outil de comparaison, c'est-à-dire le comme. Donc cette rose à laquelle fait allusion le poète et qu'il demande à la femme aimée de prendre, donc cette rose-là est qualifiée automatiquement, donc dès son énonciation, n'est-ce pas, cette notion de rose est qualifiée d'aimable. Donc évidemment, aimable est une épithète qui traduit un besoin de valorisation de la chose nommée. Le poète a parlé de rose et il a dit que la rose est aimable. Donc ça veut dire que, quelque part, Pierre de Ronsard est habité par le souci de présenter cette rose de façon qualifiante, de façon, si vous voulez, de façon gratifiante. Donc, il y a vraiment une valeur réelle qui est rattachée à la notion de rose, et donc cette valeur qui est rattachée à la notion de rose est portée par l'épithète aimable. Quand on est aimable, on ne peut pas dire quand même que l'épithète aimable a une connotation négative quand même. C'est positif. Donc c'est mélioratif, ce qui est mélioratif, c'est ce qui cherche à montrer les qualités de quelque chose. Donc c'est un peu le sens aussi qu'il faut donner à cet adjectif, n'est-ce pas, aimable. Donc la rose est aimable, mais le poète déjà, automatiquement, après avoir révélé le caractère aimable de la rose, il ajoute que la femme aimée n'est pas moins aimable que la rose. Donc, par rapport à cette qualité, n'est-ce pas, la rose et la femme aimée sont dans la même position, ont les mêmes faveurs. Ont les mêmes faveurs, si vous voulez. Donc, voilà un peu ce que le poète fait. Donc, il ouvre par un impératif. Il évolue en citant la rose, qui est un symbole très chargé dans la poésie de la Pléiade. Il ajoute un qualificatif qui est vraiment valorisant, et maintenant il énonce l'identité de la personne à laquelle il s'adresse, et naturellement on peut facilement imaginer qu'il s'agit de la femme aimée, et nous pourrions aussi nous arrêter sur le choix de ce pronom tonique, toi, parce que le poète aurait pu dire vous. Il aurait pu parler de la femme aimée en utilisant le vous, mais il a préféré le toi, comme pour installer déjà une espèce de familiarité avec la femme aimée. Donc c'est comme s'il voulait rappeler au lecteur que cette personne dont je parle, c'est une personne qui m'est familière et je peux me permettre, n'est-ce pas, de la tutoyer. Donc le tutoiement, le fait de dire toi, c'est déjà symbolique et c'est représentatif de la nature des relations entre les deux personnes, le poète et la femme aimée. Alors, donc, le poète continue, comme vous pouvez le voir, en disant, donc, qui sert de rose aux roses les plus belles. Qui sert de rose aux roses les plus belles. Donc, ici, il est en train, n'est-ce pas, de faire allusion à la femme aimée. Je vous rappelle que la poésie de la Pléiade est une poésie vraiment de l'exagération, de l'hyperbole. Donc, c'est souvent une poésie où le poète cherche à nommer les choses, mais à les présenter de façon parfois volontairement exagérée. Et c'est un peu ce que le poète fait. La poésie de la Pléiade, c'est vraiment une poésie de l'exagération. Tout ce que le poète veut dire, souvent il le dit en des termes beaucoup plus abondants que de raison. Donc c'est à peu près ça.
c'est vraiment une habitude chez les poètes de la Pléiade. Ce sont des poètes de l'excès, quelque part. Et cet excès est utilisé de façon expresse. Hein. Voilà, donc et un peu ce que Ronsard fait dans ce poème, dans ce deuxième vers, lorsqu'il dit qu'il sert de rose aux roses les plus belles, ça veut dire que toi, femme aimée, toi, tu sers de rose, ça veut dire que tu es le symbole même de la beauté par excellence, quoi. Voilà, les roses sont très belles. Parmi les roses, il y en a certaines qui sont plus belles que d'autres. Et toi, si on te compare à ces roses, ou bien à cette rose, qui est la plus belle de toutes les roses, tu es la plus belle, ou bien tu es plus belle que cette rose même. Donc vous voyez à quel point le poète cherche à exprimer les choses avec excès, quoi, hein, de façon volontaire évidemment. Donc le poète s'adresse à la femme aimée et pour lui faire plaisir, voilà ce qu'il lui dit. Toi, femme aimée, tu sers de rose, donc tu sers de symbole de beauté à la rose la plus belle parmi les roses. Donc si on mettait toutes les roses ensemble de la nature, il y en a une qui est la plus belle, mais quand tu te mets devant elle, elle va rougir parce qu'elle va se rendre compte que tu es plus belle qu'elle. Donc vraiment nous sommes dans l'excès absolu et le poète le fait exprès dès le deuxième vers pour montrer à quel point il est attaché à cette femme qu'il est en train d'évoquer. Bon, évidemment, vous aurez remarqué avec moi que en l'espace de 2 vers déjà, on a noté la présence très répétitive, quoi, du terme rose. Donc la rose, en tant que symbole de l'amour, est une obsession. C'est vraiment obsédant, quoi, dans la tête du poète. Hein? Donc le mot rose a été cité peut-être 2 à 3 fois en l'espace de 2 vers, pour montrer à quel point cette rose occupe de la place dans l'inspiration du poète. Et ça, c'est extrêmement important à relever. Donc, il y a aussi une très forte présence des consonnes liquides, quoi. Voilà, si vous regardez bien, il y a la consonne le, ensuite le re. Véritablement, ce sont des consonnes liquides, quoi. Et quand on identifie, en tout cas, une présence forte de la consonne liquide ou bien de consonne liquide dans un énoncé, ça traduit une quête de douceur, quoi. Parce que le liquide, c'est la douceur. Voilà. Donc, quand on note la présence très forte de consonnes liquides comme le et re dans un énoncé littéraire, évidemment, ça traduit la recherche ou bien la volonté d'évoquer ou bien de traduire une certaine douceur. Et effectivement, dans ces 2 premiers vers, il y a une présence assez importante quand même de ces 2 consonnes liquides. Alors, et le poète a ajouté au 3e vers, comme vous pouvez le constater, qui sert de fleurs les plus nouvelles. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. En ce début de poème, dans cette première strophe, évidemment, vous aurez remarqué que, quand même, nous sommes en plein dans ce que l'on pourrait considérer comme une métaphore végétale. Parce qu'il y a rose, nommé plusieurs fois, mais aussi il y a fleur. Nous sommes dans une métaphore végétale. Et le poète le fait à dessein. Alors, maintenant, il est parti de la rose. Il tombe sur les fleurs. Nous sommes dans le même univers. Mais que dit-il des fleurs? Il dit que les fleurs, il y en a des nouvelles, mais si on les compare à la femme aimée, ces fleurs ne représentent rien en termes de nouveauté. Parce que la femme aimée, sa beauté se perpétue, quoi, hein, dans l'imagination du poète. C'est une beauté qui est là et qui se renouvelle de façon perpétuelle. Donc il y a de la nouveauté à chaque fois que le poète pose son regard sur la femme aimée. Il y a un renouvellement. C'est comme s'il voyait cette femme pour la première fois. Donc cette femme se régénère et donc renouvelle ses qualités, quoi, fondamentales. Et c'est pourquoi donc le poète s'adresse à lui en partant donc de la métaphore de la fleur. Il lui dit que tu sers de fleurs, hein, les plus nouvelles. Ça veut dire que les roses les plus nouvelles, tu es en quelque sorte le symbole même de leur nouveauté. Hein? Comme pour dire que
la femme aimée a deux qualités fondamentales, mais que le poète présente de façon astucieuse, quoi, de façon très subtile, ces deux qualités-là. Il s'agit de la qualité qu'est la beauté, donc là c'est certain, mais aussi la qualité qu'est le renouvellement, quoi, la nouveauté. Hein? La femme, elle est belle et sa beauté se renouvelle de façon perpétuelle. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à propos de cette première strophe. Il suffit de coller au Sénégal,